Bonsoir tout le monde. Désolé, on vous a fait le coup du quart d'heure toulousain, mais c'est certainement parce qu'on est dans mon bureau. Bienvenue chez moi. Et donc ce soir, nous serons 4 pour discuter avec vous. Il y aura donc tout d'abord Marie Mesmer, députée d'Ille-et-Vilaine. Reine de ouf. Voilà, et qui nous parlera notamment d'un texte qui est passé cet après-midi en hémicycle sur les mineurs isolés. Je la laisserai développer. Et puis on est ravis aussi d'accueillir Iman El Hamzaoui, qui va nous parler de la campagne antiracisme qui est menée actuellement, puisque tu es co-responsable du groupe de travail sur l'antiracisme dans le cadre de la coordination des mouvements. L'espace jeunesse et bataille antifasciste avec Louis Boyard. Voilà, et elle va nous parler de tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Et puis André Torigna, député de, j'ai oublié le département. La Loire. Ah, la Loire, c'était facile, Saint-Étienne. Ma circonscription, c'est Saint-Étienne, allez les Verts. Et toi, tu vas nous parler notamment des livraisons d'armes qui ont encore cours pour Israël. Et puis, vous allez m'entendre un petit peu aussi. Donc, Anne Stambach-Ternoir, députée de la Haute-Garonne. Et je vais vous parler notamment des luttes contre la 69 et contre les méga-bassines à Sainte-Soline, tout ça. Et on commence avec toi, Marie. Parce que comme je disais tout à l'heure, ça s'est passé cet après-midi en hémicycle. Oui, donc aujourd'hui, on est sur une niche parlementaire. Ça veut dire que l'ordre du jour appartient à un groupe parlementaire. Et donc, il y a plusieurs textes qui peuvent être mis à l'ordre du jour. Et donc, aujourd'hui, c'est celle du groupe socialiste qui ont mis à l'ordre du jour plusieurs textes, notamment pour lutter contre le fait que des mineurs se trouvent à la rue, isolés. Et notamment, en fait, ce texte, il vise les mineurs non accompagnés qui avant s'appelaient les mineurs étrangers isolés, les MIE. Donc, maintenant, c'est les MNA. Et donc, on a eu la bataille. En fait, il faut se dire que les textes, avant qu'ils arrivent en hémicycle, d'abord, ils sont travaillés en commission. Donc, on a eu la bataille sur ce texte en commission il y a une semaine. Et en une semaine, les fachos, ils n'avaient même pas besoin d'être fachos, tellement que les républicains étaient fachos à leur place. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait seulement 3 articles. 1 sur la présomption de minorité, 2 sur un observatoire du sans-abrisme et 3 sur le gage. Le gage, ici, à l'Assemblée nationale, ça veut dire l'argent que l'État va mettre pour payer les nouvelles mesures. Et en commission, la semaine dernière, c'était hyper facho. Par exemple, il y avait un député qui s'appelle Di Filippo, qui est des Républicains, qui a fait un amendement pour que l'observatoire du sans-abrisme devienne l'observatoire des places que prennent les gens étrangers, les gens sans papier, les gens qui n'ont pas la nationalité française sur les dispositifs d'hébergement d'urgence. Donc c'était scandaleux. Ils nous ont fait croire que des personnes allaient se présenter en France, des personnes de 40 ans allaient se présenter en France en se faisant passer pour des mineurs et qu'avec le texte qu'on présentait, c'est-à-dire un texte qui veut juste que des mineurs qui arrivent en France et qui disent « Bonjour, je suis mineur, je viens de passer un parcours du combattant, c'est-à-dire que je viens de fuir un pays qui est soit en guerre, soit en crise climatique, soit... vraiment, ils ont vécu l'infâme, des traumatismes ignobles, ils ont dépassé des montagnes, les mers, ils ont traversé plein de pays pour arriver demander seulement de l'asile, de la fraternité. » Et qui, du coup, pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, plus de 1087 sont à la rue en France, environ 3000 sont en recours contre les départements qui disent qu'ils ne sont pas mineurs. La droite nous a dit, il y a des gens de 40 ans qui vont se faire passer pour des mineurs, et du coup, à cause de votre texte de loi, ils vont engorger... les services d'hébergement d'urgence. Alors déjà, s'il n'y a pas assez de place en service d'hébergement d'urgence, ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont sans papier, qui sont en exil, qui demandent l'asile, ça a à voir juste avec le fait qu'on n'a pas de place en service d'hébergement d'urgence parce que l'État casse toutes les solidarités, les services publics ne financent pas les logements d'urgence, ne financent pas les logements sociaux, enfin voilà. Donc ça, c'est déjà juste un premier argument qui est totalement raciste et qui n'est pas du tout concret sur ce qui se passe réellement. C'est que leur budget de malheur de l'année dernière, le PLF 2026 dont on vous a parlé aussi sur la chaîne Twitch, il casse les solidarités et il empêche juste les Français de vivre dignement. Et en plus, eux, donc, ils essayent de dire que tous les malheurs du monde sont du fait des immigrés, mais là, on parle d'enfants. On parle d'enfants, et c'est les conventions internationales et européennes, la Cour internationale, la CEDH, la Convention donc, de l'ONU sur les droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant, la CID, ça s'appelle... le défenseur des droits, enfin tout un tas de cours internationales qui imposent à la France. D'ailleurs, la France a été hyper condamnée entre 2019 et 2025 pour leur traitement inhumain de ces personnes. Mais donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'enfants. On a un minimum à donner à des enfants. Des enfants, c'est-à-dire, c'est pas que... Donc là, le texte des socialistes, c'était l'aide provisoire d'urgence, c'est-à-dire un toit pendant
leur recours contre les départements qui ont dit qu'ils n'étaient pas mineurs, mais qu'ils étaient bien majeurs. Ils ont le droit de faire un recours contre cette évaluation-là. Donc, ils sont en justice contre le département. Et en fait, actuellement, pendant ce recours, beaucoup de jeunes qui disent qu'ils sont mineurs se retrouvent en fait sans solution d'hébergement, sans solution de nourriture, d'eau, voilà. Même, ils peuvent pas aller à l'école parce que le département les a considérés comme majeurs et donc ils sont en recours et jusqu'à ce qu'il y ait la décision de justice, ils sont dans le néant, ils sont ni majeurs ni mineurs. Donc cette proposition de loi, elle dit juste que pendant ce recours, ils doivent au moins avoir la garantie d'accéder à un toit. Sauf que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle s'arrête pas là. Elle dit qu'un mineur, tant qu'il est en parcours, même de recours sur la justice, il a la présomption de minorité. Ça veut dire que la présomption, elle doit aller au sens de l'intérêt de la personne, parce qu'il vaut mieux protéger même des jeunes majeurs qui mentent que prendre le risque de laisser des mineurs à la rue. Et donc la Convention internationale des droits de l'enfant, elle dit qu'il faut que ces mineurs-là, en tant que mineurs, ils aient accès à la santé, à l'eau, à l'alimentation, à un toit bien évidemment, à l'éducation, mais aussi à toute la protection face aux risques qu'ils peuvent encourir, c'est-à-dire d'être face à des réseaux de proxénétisme par exemple, et donc face à leur errance. Et voilà, et donc nous c'est ce qu'on a rappelé, c'est que ce texte des socialistes, il n'est pas vraiment à la hauteur de la réelle présomption de minorité comme elle est écrite dans la loi internationale, européenne et internationale. Et par ailleurs, on a pu aussi dire un peu toute l'hypocrisie du Parti Socialiste de présenter ce texte-là aujourd'hui, alors que moi sur mon territoire, à Rennes par exemple, une semaine avant la trêve hivernale, ils ont évacué un camp de survie, vraiment c'est un camp de survie, de centaines de personnes qui vivaient dans des tentes, dans le froid. Ils les ont évacués, ils les ont envoyés à 250 km de chez eux dans d'autres départements, sans eau, sans nourriture, ni rien, seulement pour 3 jours, le temps de l'évaluation, comme s'ils ne savaient pas évaluer avant, pour qu'en fait ils se retrouvent sans rien et qu'ils aient par leurs propres moyens, alors que déjà ils vivent dans des tentes, donc c'est pour vous dire, c'est qu'ils n'ont vraiment pas de moyens, à revenir à Rennes, près de leur réseau de solidarité, leur boîte aux lettres administrative, leur école, pour ceux qui avaient quand même des réseaux scolaires. Et puis, par exemple, il y a la Gaîté Lyrique. Vous vous souvenez toutes, la Gaîté Lyrique. La Gaîté Lyrique, c'était une occupation qui était soutenue par d'ailleurs les travailleurs sur place de mineurs non accompagnés, donc de MNA, qui est concerné par ce texte directement, qui occupait ce bâtiment pour juste avoir du chauffage et des matelas au sol. C'était vraiment pas le confort, c'était pas la dignité humaine en fait. C'était une occupation face au désengagement de l'État et de la ville de Paris. Et en fait, la ville de Paris a décidé de les évacuer. Et donc, il y a 400 mineurs qui sont retrouvés à la rue. Mais en plus, ils ont dû comparaître. Et donc, ça a débouché à 47 OQTF. Donc, à cause d'eux, il y a des personnes qui ont vraiment été là, mais plus que mises en danger dans l'errance, dans la survie à la rue, mais aussi qui ont été réprimées par l'État. Et c'est une violence sans nom. Et donc, voilà, on a voulu mettre aussi... dire, c'est très bien de se redorer la pilule sur le niche parlementaire, sur les questions... de lutte des personnes des MNA ou des luttes sans papier, mais attention, en fait, vous n'êtes pas du tout un exemple moral de ce que vous faites. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail, parce que la ville de Paris, qui a les pouvoirs d'un département, donc qui sont en charge de la protection de l'enfance, ils ont donné le devoir d'évaluation de la minorité à des associations, donc la Croix-Rouge et France Terre d'Asile. Et France Terre d'Asile, on a des travailleurs, et vraiment merci à eux d'avoir été des lanceurs d'alerte qui ont été dans les médias dénoncer le fait que la ville de Paris avait mis des quotas sur ces jeunes-là. Et ils ont mis des quotas, c'était pas sur la question est-ce qu'ils sont mineurs ou pas, parce que des fois c'était vraiment des mineurs. Ils ont été mettre des quotas en mode par rapport au budget, et ben du coup, on peut protéger que tant de gamins, donc les autres, et ben même s'ils sont mineurs, on s'en fout. Par exemple, aussi après le Covid et jusqu'à 2023, ils avaient mis un bâtiment de quelques places à disposition de jeunes femmes mineures non accompagnées isolées, parce que les jeunes femmes, c'est encore plus dur dans la rue, vous pouvez bien le comprendre, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes des insoumis et des insoumises. Et ben en 2023, ils ont arrêté ce dispositif-là. Donc il faut arrêter de se redorer la pilule sur un texte législatif, d'être hyper bien de morale républicaine en hémicycle, si sur le terrain, on est totalement à côté de la plaque et à revers de tout ce qu'ils ont donné comme beau principe. Donc voilà, on a lutté là-dessus. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, face à vous, je suis très heureuse de ce travail en hémicycle, parce qu'il ne ressemblait pas à la commission. Parce que nous, contrairement
aussi aux socialistes qui ont mis des amendements de suppression sur leurs propres articles pour éviter la confrontation avec le Rassemblement national, et ben on y a été, on s'est donné, on s'est battu, et donc ce texte de loi aboutit avec des amendements qui sont foncièrement insoumis, par exemple sur l'interdiction des tests osseux, qui sont sortis directement de la présidence de François Hollande, alors qu'ils sont décriés par tout le monde, la défenseur des droits, la CEDPH, les textes internationaux. Bah là, notre amendement, il a été adopté, donc il sera dans ce texte-là. Donc ce texte, il est encore mieux qu'à l'initial. Il n'est pas au niveau de celui qu'on avait écrit nous-mêmes avec Jean-François Coulombe en janvier 2025, mais il est mieux qu'à l'initial. Et je crois, honnêtement, et d'ailleurs je remercie... toutes les associations, les militants et les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils font en plus d'être laissés à l'abandon par l'État, il y a certains, je pense à Trésor qui fait un travail de porte-parole là pour les mineurs non accompagnés de Rennes, et ben c'est eux qui permettent de faire vivre le sujet et de lutter depuis des années sans cesse pour que ce sujet, malgré les barrières que le Rassemblement national met, que l'extrême droite met, malgré la droite qui devient plus RN que le RN lui-même, parce que le RN n'a même pas eu besoin de défendre ses amendements, vu que Di Filippo, il était si facho, ben c'est les militants qui font vivre ce sujet, qui nous permettent aujourd'hui de l'avoir en hémicycle et d'avoir des victoires là-dessus. Il m'a envoyé beaucoup de messages, il l'a envoyé aussi à beaucoup d'autres députés, on en parlait avec nos collègues. C'est votre victoire, et c'est grâce à vous qu'on traite ce texte-là. Et voilà, et eux, ils se disent aussi que ce texte, en fait, certains me disent, c'est celui de la France Insoumise, ben merci, parce qu'en fait, c'est le vôtre. Voilà. Et si tu me permets d'ajouter un truc, juste parce que je ne sais pas si toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sont complètement au fait avec la façon dont ça fonctionne, mais pour ces jeunes-là qui arrivent, tu as eu raison de parler évidemment de leur parcours. Je fais une parenthèse dans la parenthèse, je n'avais pas prévu, mais vous savez peut-être, je suis co-rapporteur d'un rapport sur la santé mentale des mineurs, et on a réussi à étudier la question de la protection de l'enfance, du cas particulier des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, et en particulier justement des mineurs isolés. Et bon, ça a été évidemment dit de manière unanime, ce sont des jeunes, des enfants qui multiplient les traumas en fait, donc ils sont particulièrement fragiles sur le plan psychologique, mais aussi physique par ailleurs, parce que bien souvent ils effectivement fui la guerre, ou en tout cas des conditions de vie absolument insupportables, avec évidemment énormément de stress, mais aussi bien souvent de la violence, donc physique ou psychologique, ou les deux, des viols, des agressions sexuelles, bien souvent ils ont vécu des deuils de proches, parfois sur le chemin de l'exil, et puis par définition, ils ont vécu, continuent à vivre l'exil, l'errance, donc c'est des situations absolument dramatiques, en tout cas très dures. Et donc ces jeunes-là, effectivement, quand ils arrivent en France, les départements vérifient, entre guillemets, qu'ils sont mineurs. Parce que s'ils sont mineurs, ils sont donc considérés comme des enfants, et ils relèvent de la protection de l'enfance. Ça dépend du département. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'en occuper. C'est notre honneur à tous, normalement, dans ce pays, qu'on fasse ça. C'est-à-dire qu'on les accompagne, évidemment, on les héberge, etc. Et après, ils ont accès aux soins, l'eau, l'éducation, un toit, un médecin. Alors que c'est ce que prévoit ce projet de loi. Exactement. Maintenant, nous, normalement, on a un peu amélioré la chose. Mais du coup, voilà, et c'est pour ça que... Pour la minorité, ils peuvent faire des tests osseux. Et ça, les gens... voilà, et donc ça, je voulais que tu développes pour expliquer. Ouais, voilà. Tout à fait décrit. Au niveau scientifique, c'est complètement décrit, et ça vient en fait de critères scientifiques ratio du XXe siècle. Du 19e siècle. C'est des critères osseux de développement... c'est le racisme biologique. De développement qui date du 19e siècle. Donc c'est en fait des radios au niveau du poignet, des scanners dentaires, voire des examens sur les parties génitales, sur l'évolution pubertaire. Donc c'est la défenseur des droits elle-même en 2019 qui dit que ce sont des critères qui datent du 19e siècle. Donc c'est totalement rabougri et absurde. On a aussi des entretiens de minorité qui durent que 15 minutes. Et ça, c'est aussi les lanceurs d'alerte de France Terre d'Asile qui l'ont signalé. 15 minutes avec des gamins qui ont traversé des mers pour survivre, quoi. Qui n'ont pas demandé la France ou quoi, ils ont juste demandé à survivre. 15 minutes, on leur donne pour... Et donc, il y a eu des critères très subjectifs qui sont sortis. De la traduction aussi. Des problèmes de la traduction, c'est clair. Et aussi avec des critères très subjectifs, très occidentaux, très moraux. C'est-à-dire, il a une barbe. Bah, en fait, la barbe, elle pousse pas de la même manière, déjà. Enfin, voilà. Il parle quand même très, très bien. Le discours a l'air préparé, où il raconte des choses qui sont tellement insensées que c'est pas vrai. Des choses comme ça. Sauf qu'en fait, c'est... Justement, on peut pas demander à un gamin de 16 ans qui a vécu la guerre, qui a vu sa famille mourir, qui traverse la mer, d'avoir la même maturité que les gamins de 16 ans qui vivent confortablement autour de nous. Et ça, c'est des critères qui sont totalement subjectifs et moraux, qui sont scientifiquement absolument pas prouvables. Comme
d'ailleurs, ce qu'on a voulu nous faire croire, c'était que les tests osseux étaient des critères scientifiques, alors que pas du tout. C'est éthiquement, scientifiquement et moralement totalement contestable, voire dangereux. C'est la défenseur des droits, la Cour, la CEDH, l'ONU, même le Conseil d'État. Et c'est pas des gauchistes qui le disent. Et donc ça a été mis en place sous François Hollande. Donc tout à l'heure pendant ma DG, j'ai dit je veux remercier le Parti Socialiste de mettre ce texte à l'ordre du jour. Et là, vu que j'avais avant un peu cartonné la droite et l'extrême droite, quand je dis ça, ils applaudissent, ils sont contents, ils pensent que je vais les remercier. Donc vraiment ils applaudissent. Ouais. Et en fait j'enchaîne et je dis plus jamais de tests osseux dans vos départements, plus jamais de gaieté lyrique, plus jamais d'évacuation et de répression de ces personnes en fait qui sont déjà plus que vulnérables. Et j'ai trouvé ça hyper sympa, c'est que la séance elle a filmé Olivier Faure en direct pendant que je disais ça, j'ai trouvé ça intelligent. Et voilà. Donc moi, je veux juste rajouter aussi vas-y. Sur les tests osseux, juste après notre élection en 2022, il y a eu un campement qui s'est installé de jeunes mineurs non accompagnés devant le Conseil d'État avec des tentes, je sais pas si tu te souviens. Voilà. Non, ça devait être en hiver 2022. Il y avait des bébés aussi. Ah oui, mais oui, bien sûr. Oui. Et donc, moi, je m'y étais rendue pour les soutenir. Et là, j'avais rencontré, et le cas est très intéressant, qui prouve que scientifiquement, ce test osseux, ça ne tient pas la route. J'avais rencontré des jumeaux qui avaient subi ce test. Ouais. Alors pour l'un, il était mineur, voilà, c'est ça. Et pour l'autre, il était majeur. Ouais. Ce qui prouve que là, vraiment... voilà, ça, c'est François Hollande. Voilà. Et une autre chose que je voulais rajouter, c'est qu'il faut vraiment parler aussi de l'association L'École pour tous, qui a beaucoup travaillé avec nous, qui nous avait invités il y a 15 jours à une séance assez amusante où c'était un cours inversé, où c'était des mineurs non accompagnés qui nous faisaient un cours pour nous expliquer ce dont ils avaient besoin. Et c'est aussi grâce à cette association qu'on a pu introduire un amendement. L'amendement avait été promis par le rapporteur en commission. Il l'avait pas mis. Non, il l'avait pas mis. Et en plus, donc ça a été rajouté par un autre député. Et à ce moment-là, le rapporteur déclare l'amendement un avis défavorable. Et donc là, l'association École pour tous nous a appelés en nous disant mais on compte sur vous parce qu'on ne peut pas compter sur ce rapporteur socialiste. Et c'est ce que nous avons fait. Nous, on l'a mis, mais il y a d'autres groupes qui l'ont mis. Et alors, l'amendement a été rejeté pour certains groupes, mais le nôtre, il est passé. Et le rapporteur a mis un avis finalement favorable. Donc ça veut dire que la pression et la mobilisation des personnes a fait que tout ça a changé. Et c'est pour ça que ce texte aujourd'hui vous dit qu'il est doté de plein d'amendements insoumis. L'école pour tous, le droit d'inscription rapide, l'interdiction des tests osseux, mais il y en a d'autres. Donc j'ai hâte de voir l'aboutissement. Et donc, c'est pour ça que je tiens à dire particulièrement que sans la mobilisation des personnes qui œuvrent depuis des années pour ces mineurs qui sont isolés à partir du moment où ils sont MNA, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun adulte sur qui compter. Donc c'est les associations qui font tout, qui organisent des campements, qui cherchent des tentes, qui cherchent des matelas, il y a des hébergeurs solidaires, ils sont en train de faire des assemblées générales tout le temps, des manifestations, ils ouvrent des gymnases de force pour que les personnes aient au moins un endroit sec et pas humide pendant l'hiver. Et moi je vous dis, en Bretagne, actuellement, ça me sidère de savoir qu'il y a des bébés qui dorment à la rue. Vraiment gloire à toutes ces associations, à tous ces militants, à tous ces bénévoles, parce que sans vous, on n'arriverait pas à avoir ce texte aujourd'hui en hémicycle. Et Dieu sait que c'est dur d'avoir encore des textes un peu républicains, ne serait-ce que, je dis pas même pas humains, même pas des textes humains, même pas des textes de dignité humaine, ne serait-ce que simplement des républicains qui se basent simplement sur la loi. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous, on n'a pas eu peur d'aller affronter, on a gagné des amendements. Donc voilà, merci à tous ceux qui font ce travail-là et qui enrichissent les luttes. Et sachez que la France Insoumise sera toujours à vos côtés pour défendre ça. Et bravo. Oui, pardon. Oui, je voulais juste te dire bravo à toi parce que c'est ce que nous dit, c'est ce que tu voulais dire peut-être. Il y a Nadège qui Nadège Abou-Mangoli, qu'on salue, qui dit bravo à Marie Mesmer qui a été une superbe chef de file de combat. Et j'approuve. Et bravo à Nadège Abou-Mangoli, une super vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bravo à toutes les femmes qui font ces luttes au quotidien de notre groupe parlementaire. Non, simplement, il y a une date très importante, du coup, qu'on parle des immigrés. Il y a le 18 décembre, la semaine prochaine. C'est le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Et cette année, ça va être une journée sans nous. C'est-à-dire que les immigrés eux-mêmes, les descendants d'immigrés et toutes les personnes qui se sentent solidaires de cette lutte-là se mettent en grève. Et à Paris, on se retrouve toutes et tous à République. Donc nous, on soutient cette mobilisation-là. Et à quelle heure ? À quelle heure ? J'ai pas. C'est 14h, j'imagine. Non, je crois que c'est plus tard. On va peut-être nous dire.
On mettra sur nos réseaux. En tout cas, à Saint-Étienne, c'est à 18h. Ouais, je crois qu'à Paris, c'est République à 17h, je pense, parce qu'avant, il y a AG. Mais c'est vrai. Dans tous les cas, c'est une marche au flambeau à 18h à Rennes aussi, à République aussi. Ok. Voilà, je crois. Mais c'est extrêmement important de se mobiliser et surtout c'est une lutte qui est ici portée à l'initiative des premières et premiers concernés. Donc la coordination nationale des mineurs isolés, la marche des solidarités, etc. Et donc il faut être présent parce que la xénophobie, enfin les projets de loi xénophobes et les lois xénophobes, c'est assez impressionnant aujourd'hui et voilà, donc ça donne suite à tout ce que tu dis là. Mais je pense que peut-être tu peux nous donner un peu ton avis, vraiment pour de vrai, parce que moi ce que je viens juste de dire, c'est que j'ai l'impression que même sur des textes vraiment du b.a.-ba de ce que c'est la loi, alors la loi elle est pas révolutionnaire. En plus, elle promet le b.a.-ba, quoi. Là, sur des mineurs, c'est vraiment que des mineurs soient considérés mineurs de 0 à 18 ans et qu'ils aient accès à un droit à l'éducation et à la santé. On a des députés fachos tout à l'heure. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit ça va bien se passer, Madame Messmer, qui a repris les termes de Darmanin en plein dans l'hémicycle, là. Ouais. Bon, lui, il a dit non, mais c'est pas la même chose un enfant de 0-3 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 18 ans. Vous voyez un peu tout ce qu'ils ont à dire, voilà. Mais donc, ça veut dire que là, le texte qu'on a eu aujourd'hui, il ne devrait pas exister parce que la loi internationale nous impose. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la droite et l'extrême droite ne jurent que par l'Europe. Et là, pour le coup, ils veulent ne pas aller sur les textes européens internationaux. Tu vois leur contradiction là-dessus. Mais en plus, ce texte, il ne doit même pas exister parce que ça existe déjà dans la loi. Donc, là, ce que je disais, c'est que c'est même pas un texte humaniste, c'est même pas un texte révolutionnaire au sens de ce que nous, on porte dans notre programme ou ce sur quoi on veut aller. C'est vraiment le b.a.-ba. Et en fait, même le b.a.-ba de la dignité humaine, du respect de la minorité, enfin que des enfants ne dorment pas à la rue, même ça devient un combat hyper ferme dès qu'il s'agit d'immigration, parce qu'on parlerait d'enfants... Bon, déjà, il y a quand même 2080 enfants qui dorment à la rue, et c'est pas du tout que des immigrés. Mais là, on parlerait d'enfants français, je pense que le sujet serait peut-être différent. Donc peut-être que tu peux nous parler un peu ton sentiment de comment, en fait, même sur les textes républicains, même sur ce qui fait la République française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, nos valeurs, comment on est obligé de sortir les rames et lutter en permanence. Ouais. Bah, y a un sujet assez intéressant si on reste sur les immigrés, c'est qu'en 2020, on dit souvent maintenant que c'est l'État qui est le premier fabricant de sans-papiers. Et de fait, c'est la réalité. Surtout qu'en 2020, il y a eu une modification pour obtenir son titre de séjour. C'est qu'on passe par Internet, en fait. Il y a un site Internet. Et les délais de réponse dépassent très très souvent, dans la plupart des cas, les délais légaux. Ce qui fait que les personnes se retrouvent en situation de précarité. Et donc là, on a un texte de loi, voilà les délais maximaux, mais dans les faits, c'est même pas appliqué par l'État, par les agents même de l'État. Donc on en est à ce point-là, et ce qui fait qu'il y a des personnes qui deviennent sans papier, qui perdent leur travail, qui reçoivent des OQTF. Malheureusement, des fois. Exactement. Et la France, il me semble, alors si je me trompe pas, que c'est l'un des pays en tout cas qui délivre le plus d'OQTF en Europe. Oui. Depuis Retailleau particulièrement. Et sur des nationalités très visées en plus. Oui. D'où le fait que, en effet, les OQTF, elles sont pas beaucoup exercées, mais en même temps, ils les délivrent un peu à n'importe qui. Et pourtant, les OQTF, c'est le pourcentage de délinquance dans les OQTF, c'est 8%, je crois. Oui, c'est ridicule. C'est vraiment administratif. Ça, c'est souvent... on a fait une émission justement dans le cadre de la campagne sur l'immigration. On avait des avocats qui étaient venus pour un peu débunker tout ce qui se dit sur l'immigration. Et de facto, en fait, les OQTF, c'est uniquement administratif. Mais du coup, tu parlais justement des failles de l'administration. C'est la même chose aussi pour les mineurs isolés. Exactement. Le fait parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont reconnus mineurs 60%. après. Parce que, voilà, c'est ça. Si tu veux développer là-dessus. Et alors, juste pour vous dire quand même, 60% des recours aboutissent à la reconnaissance de minorité, sauf que c'est déjà sur les personnes qui font des recours, parce que tellement ils sont isolés, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès à des avocats, des collectifs il faut savoir qui les démarches qu'il faut faire, etc. Donc pour vous dire, c'est que ça devrait même être beaucoup plus finalement. Alors sur les titres de séjour, c'est le texte qui a commencé là, le renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée. De longue durée, ouais. Et donc on va attaquer à 21h30 sur ce texte qui est aussi donc un texte de la niche parlementaire du PS et qui est aussi
un texte un peu mollasson, on va dire. C'est toi qui es sur le texte, André? Oui. Donc bon, on va voir. Chef de file pour ce texte, c'est ça qu'on veut dire. On va voir ce que ça donne, mais effectivement, c'est ce que tu dis, hein, c'est le site internet de l'ANF qui complexifie, alors que ça devait être au contraire pour simplifier. Et en fait, on se heurte au problème du numérique. Et je rappellerai la belle proposition de loi de notre camarade Daniel Obono, qui avait été adoptée lors de notre niche parlementaire, je ne sais plus si c'était en 2022 ou en 2023, pour exiger qu'il y ait toujours un accueil physique. Parce que c'est ça aussi qui faciliterait quand même les choses. Ah oui, moi les associations, elles me demandent tout le temps ça. Bien sûr. Et ça va être un gros sujet parce que dans chaque permanence, on reçoit beaucoup de gens qui attendent une réponse, qui attendent de pouvoir avoir un rendez-vous, etc. Après, c'est vraiment... on se retrouve... franchement, c'est pas facile. Hein, pour que tout le monde comprenne, nous, on est députés ici, mais nos attachés parlementaires qui sont en circonscription, ce sont elles... Alors, moi, je dis ce sont elles parce que ce sont 2 attachés EES que j'ai en circonscription à Saint-Étienne. Ce sont elles qui reçoivent ces personnes. Et franchement, il faut avoir un moral solide. Ouais, donc moi je leur demande souvent s'il le faut, de prendre 1 heure après un entretien parce qu'on accueille toute la misère et des situations complètement kafkaïennes qu'on n'arrive pas à décortiquer et puis des gens qui se mettent à pleurer et on a envie de pleurer avec elles. Hein, voilà. Ouais, on a des histoires humaines terribles avec l'administration. Et en plus, ce qui se passe avec les nouveaux modules de prise de rendez-vous en ligne, c'est que déjà, il y a des personnes malveillantes qui vont acheter énormément de rendez-vous et les revendre. Donc déjà, il y a ça. Aussi, et puis en plus, toutes les personnes qui sont... Je savais pas. Non, mais ça, c'est très connu. Et en plus, au niveau des OQTF, c'est des personnes qui du coup doivent avoir des avocats et les avocats ça peut être très très onéreux comme procédure, donc en fait il y a tout un commerce parallèle qui se développe, toute une économie parallèle et qui vraiment juste complexifie, détruit la vie des personnes concernées. Je sais pas comment ça se passe dans vos circos, Anne et Marie, mais bon, moi je vois à Saint-Étienne on a 1 ou 2 avocats sur qui on peut compter qui sont vraiment humains et voilà. Je sais pas si c'est... Nous, on a un collectif de... Mais c'est pour ça que je dis, c'est que 60% des recours en minorité aboutissent au profit des mineurs. Mais c'est quand ils ont accès à un collectif d'avocats. Et moi, à Rennes, j'ai des avocates aussi, que je veux saluer. C'est beaucoup des femmes qui sont aussi des avocates militantes pour les droits humains. Et tous les mineurs non accompagnés, selon leur territoire, ils n'ont pas accès à autant de richesses de lutte. Et en plus, c'est aussi pour ça, les départements, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure pendant le texte de loi, ils disaient que c'était que 28%. Parce que l'association des départements de France, ils ont sorti leurs propres chiffres. Mais en fait, les départements, c'est ceux qui évaluent de reconnaissance de minorité. Les départements, c'est ceux qui évaluent, donc c'est forcément ceux contre qui on fait un recours, sauf que c'est ceux qui sont aussi censés accompagner ces mineurs non accompagnés et payer pour leur accompagnement parce qu'ils sont en charge de la protection de l'enfance. Donc il y a un conflit d'intérêts clair en fait dans cette histoire-là. Et l'autre jour, je rencontrais la vice-présidente du département d'Ille-et-Vilaine qui est socialiste. Et moi, à chaque fois, je disais 60%, comme des associations disent, de recours qui sont au bénéfice des mineurs. Elle me reprenait tout le temps. Ici, c'est 50%. Et je lui ai dit, non, parce qu'en fait, quand il y a un parti tiers, c'est-à-dire là, un collectif d'avocats, et a fortiori encore mieux quand c'est des avocates militantes des droits de l'homme, et ça va tout le temps au profit des mineurs. Le département, il peut pas être à la fois juge, financeur et, je sais pas, accompagnateur et évaluateur. Donc oui, en effet... merci à ces avocats mais sur cette question comme sur la question des droits humains de manière générale, et André, je sais que tu le sais sur les sujets qu'on porte ensemble, notamment sur les questions de Gaza. J'ai rencontré une avocate de la Cour pénale internationale. Je peux vous dire que les avocats aujourd'hui, c'est à la fois des lanceurs d'alerte, à la fois des accompagnants, des écoutants, à la fois des gens qui vont aller gagner des jurisprudences ou qui vont juste simplement faire respecter la loi. Donc merci à ces avocats qui souvent font ça aussi pour beaucoup par leur conviction. Voilà, donc bravo à vous.
Tout à l'heure, je ferai un grand merci aux avocats du droit environnemental aussi, mais c'est une parenthèse. Il y a quelqu'un en ligne, José Leto, qui nous dit petite question pour Iman. Tu avais annoncé à Clichy, discours superbe, je crois qu'on est tous d'accord. Ouais, c'est vrai. Une campagne sur le racisme. Dis-nous en plus, mais ça tombe bien, c'est exactement pour ça qu'Iman est venue ce soir pour nous en parler. Peut-être juste avant de te laisser la parole, un petit tour des manifs justement pour le 18. Donc c'est Coralie, merci Coralie, la collaboratrice qui a mis sur le chat. Donc pour Paris, donc ça commence à 12h place de la République, camp de base à 15h et la manifestation à 17h. Moi du coup j'ai regardé à Toulouse parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un Toulousain que je salue d'ailleurs, il y avait une battle d'ailleurs entre Toulouse et Rennes, je te le dis. Vive Rennes quand même. Non, tous d'accord que Toulouse, bref, future capitale. Donc à Toulouse, la manifestation c'est à 18h30 devant le conseil départemental, boulevard de la Marquette pour ceux qui connaissent. Tu l'avais dit pour Saint-Étienne, je sais plus. Ouais, c'est 18h place Jean Jaurès, mais en fait il y a des actions toute la journée à Saint-Étienne. Et moi Rennes, c'est place de la République. Et oui, parce que et Rennes, c'est déjà la capitale de Bretagne, future capitale de France, je dirais pas. En tout cas, ce seront des villes insoumises prochainement. Ça va être super. Voilà, ça c'est clair. Voilà, donc on compte sur tout le monde pour se mobiliser le 18 dans vos villes à toutes et tous. Iman, parle-nous de cette campagne importante. Du coup, alors à la France Insoumise, on a lancé une campagne nationale contre le racisme, du coup à l'occasion du meeting de Clichy. Le meeting de Clichy, on l'avait fait par rapport aux 20 ans de la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Et donc ça nous semblait vraiment essentiel de lancer une véritable campagne antiraciste 20 ans après ces événements-là, étant donné que au niveau des forces politiques, en tout cas depuis bien plus de 20 ans, c'est un petit peu absent. Donc là pour l'instant ce qu'on a fait c'est 2 émissions. Donc on a fait une émission sur justement les violences policières en repartant de l'affaire de Ziad et Bouna. Juste peut-être un petit rappel de l'affaire, c'est des garçons qui jouent au foot au Ramadan, ils veulent rentrer rapidement chez eux, il y a un homme qui les voit, un voisin, et qui voit des Arabes et des Noirs et se dit ils vont voler quelque chose. Donc il appelle la police et puis t'as 5 voitures de là-bas qui débarquent et qui leur courent après et ils vont se cacher. Donc Ziad, Bouna et un 3e ami, je me souviens plus de son nom, qui vont se cacher dans un transformateur électrique et qui donc en meurent. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui a déclenché ce que les médias appelaient les émeutes, mais qui sont en réalité des révoltes urbaines et qui étaient très importantes et qui ont également permis de changer le paradigme, on va dire, sur le racisme en France. En tout cas, des mouvements antiracistes, on est passé d'un antiracisme un peu moral, où il suffisait juste de dire oui, mais on est tous pareils, regardez, etc., on a le même sang, à un antiracisme politique où on se dit que véritablement c'est un système de domination qui est structurel et donc il va falloir avoir des réponses politiques et non pas morales et simplement de jolis discours, de colorblindness, etc. Donc c'était très important pour nous de lancer cette campagne à ce moment-là. Donc on a fait une émission dessus notamment avec Ali Djiwara. Et du coup la 2e émission qu'on a faite c'était justement sur les personnes immigrées. Donc on a accueilli 2 MNA de Rouen et avec 2 avocats également justement pour débunk un peu toutes les fausses idées qui se font sur l'immigration. Et pour appeler justement à la marche du 18 décembre, donc on a accueilli des personnes de la marche des solidarités qui sont elles-mêmes concernées et qui sont à l'initiative de cette marche. On a également lancé une grande enquête sur le vécu des violences racistes. Alors, pourquoi ? Parce que si on devait donner quelques chiffres, il y a une enquête de victimation à laquelle on se réfère beaucoup, c'est celle de 2022, qui montre qu'il y a à peu près 1 million de personnes chaque année qui seraient victimes de violences racistes en France. 2022, la même année, on a à peu près 1600, un peu plus de 1600 personnes qui sont poursuivies au tribunal pour des agressions racistes ou des injures racistes, etc. Donc on a un facteur 1000 qui se balade quelque part. Parce que les personnes ne vont pas porter plainte, parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur des représailles, parce que parfois elles ne sont pas bien accueillies par la police. Oui, exactement. Parfois, il y a eu des cas où des policiers ne prenaient pas les plaintes alors qu'ils n'en ont pas le droit. Et le problème, c'est que ça crée une certaine omerta. Et c'est très important en fait, pour tout système d'oppression, finalement,
c'est très important de libérer la parole dessus, parce que de briser le silence, comme ça a été pour MeToo, c'est évidemment la même chose. Et de briser le silence sur quelque chose comme ça, c'est pas une histoire juste de thérapie ou de bavardage ou je sais pas quoi. C'est véritablement ce qui permet de créer une conscience collective du système oppressif, en fait. C'est quand on dit, quand Wittig dit ça crée une totale réévaluation conceptuelle du monde, c'est ça qu'il faut déclencher. Oui. C'est que les personnes ne se sentent plus seulement victimes, mais qu'elles comprennent également le monde dans lequel elles vivent, qu'elles ne sont pas seules, et que les personnes qui les soutiennent aussi comprennent quelles sont les dynamiques en œuvre et comment est-ce qu'elles les atteignent. Tout à fait. C'est Marx qui dit la conscience en soi et la conscience pour soi. Exactement. C'est exactement ça, oui. Il y a la transformation de la conscience. Exactement. La nouvelle France en soi et la nouvelle France pour soi. Ah, j'adore. Avec la nouvelle France, ça va encore mieux. Super bien. Ça va encore mieux. Et du coup, pour celles et ceux qui écoutent, là, qui ont envie de participer, alors témoigner, participer à la campagne, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a le site, un site qu'on a fait, une page dans le site de la France Insoumise, c'est lfi-antiracisme.fr, il me semble. On va mettre dans le chat. Ouais, on va le mettre dans le chat. Et du coup, c'est alimenté. Oui, c'est ça. Il y a aussi les tracts, il y a tout ce qu'il faut sur le site et on le met à jour. Et les émissions, ils peuvent les retrouver où? Sur le même site, on a tout répertorié. Et moi, Iman, il y a un truc qui m'a choqué que nous, on nous a envoyé comme information, mais peut-être tu vas pouvoir confirmer. C'est qu'à partir du moment où nous, du coup, on a tous relayé la campagne antiraciste au même moment pour que, voilà. Oui. En 4 heures, il y avait 250 témoignages. Oui. De vécu raciste. Exactement. Et donc, c'est en pleine journée, parce qu'on avait tweeté à 11h, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. C'était à 11h et je crois que j'avais regardé, c'était 18h, donc c'était en journée. Les gens, Donc, ce qui veut dire que là, on est à beaucoup plus, parce que nous, quand on a fait cette campagne, quand on a voulu en parler en tant que député, en tout cas, c'était la semaine dernière. Oui, exactement, c'était jeudi, en pleine journée, donc de 11h quand on a eu un message 4 heures plus tard, il y avait déjà 250 témoignages. C'est énorme. On sait combien il y a imagine. Et puis encore, on le sait, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont en fait un minimum de capital culturel, social, etc. pour venir sur notre page et témoigner. Exactement. Et après, il y a aussi le bouche à oreille. Il y a peut-être des gens qui vont être tirés par la main pour remplir le témoignage. Mais moi, ce que je me dis, c'est que la lecture de ces témoignages, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux personnes étrangères sans papier qu'on reçoit dans nos permanences. La lecture de ces témoignages, ça va être très rude. J'ai commencé. Mais on va pas rien en faire. C'est ça, peut-être la suite. Et c'est pour ça, vous dire de témoigner, parce que derrière... Oui. Et juste peut-être un élément sur les témoignages, c'est tout à fait anonymisé. Donc c'est sur le site d'Action Populaire, mais il n'y a même pas besoin d'avoir un compte. Vous n'avez pas besoin même d'être militant à l'AFI. Il suffit d'y aller et vous pouvez remplir le formulaire. Mais oui, c'est vraiment pour une prise de conscience. Donc nous, à la limite, en fait, c'est quelque chose qu'on lance. Et si d'autres personnes même veulent s'en emparer sur les réseaux sociaux avec un hashtag, quoi que ce soit, faut faire tourner c'est exactement ce qu'il faut insuffler. Donc nous, après, on va montrer quelques témoignages. On a commencé à faire des statistiques dessus, etc. Mais des signalements au procureur quand c'est hyper... Ça va arriver. En fait, on va mettre en place beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup d'annonces. Mais oui, on aimerait également aider des personnes justement à déposer plainte partout en France, à se mettre en contact avec des associations pour faciliter le dépôt de plainte. Et simplement un élément, je sais bien que le dépôt de plainte est compliqué. Je le sais, quand on est victime de racisme, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire, d'aller voir la police et de raconter ce qui nous est arrivé. Mais, et puis c'est même pas par rapport à l'anticarcéralisme ou pas l'anticarcéralisme. Pour moi, c'est même pas la question ici. La question, c'est que finalement, on a des statistiques qui sont tout à fait biaisées. Et pour pouvoir vraiment faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, de l'ampleur en fait, de la violence raciste qui se déverse tous les jours sur les corps des personnes racisées, il faut également aller porter plainte. Il faut également même aller avec une association, etc. Et nous, on veut travailler là-dedans, sur ce sujet-là bien précis, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et il faut également signaler
tous les propos racistes et misogynes et LGBT-phobes, etc. Sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que ça permet également d'avoir une représentativité aussi au niveau des chiffres, au niveau des institutions. Et ça, c'est énormément pris en compte et ça peut changer la donne. Et quand on n'est pas victime de racisme mais quand on est témoin, on peut aussi remplir le formulaire. Voilà, je te dis ça parce que là, il y a justement un professeur qui nous dit, qui travaille en REP plus même, et que ses élèves vivent le racisme à chaque sortie ou à chaque réussite et qui trouvent ça absolument insupportable. Et donc en fait c'est intéressant, nous aussi parce que moi je ne dis pas le racisme dans ma chair, mais j'en suis témoin aussi, et ça me met très en colère aussi, et donc nous aussi on peut témoigner de situations qui nous ont choqués, de situations de racisme. Mais la loi nous oblige à le dénoncer par ailleurs, hein. Je veux dire, c'est comme les violences sur les mineurs ou les violences sur d'autres personnes, et le racisme c'est un délit. Et donc en tant qu'adulte majeur, on est censé devoir le dénoncer. La parole est tellement décomplexée maintenant que ça devient courant. Mais moi, je voudrais m'adresser à l'enseignant là, qui a laissé son message. Moi, j'ai été alertée par plusieurs enseignants dans ma circonscription, enfin au-delà de ma circonscription, dans la Loire, sur des actes de racisme ou des propos racistes dans l'éducation nationale. Alors, parfois, de la part d'enseignants envers des élèves, ça devient grave, hein, et parfois entre enseignants, enfin voilà, donc même dans l'éducation nationale, ça commence à s'immiscer, et ça je trouve ça particulièrement grave. Moi aussi. Voilà. Et même on a même reçu le témoignage d'un ancien policier et un ancien gendarme qui nous disaient que pendant toute leur carrière, alors les deux étaient retraités, et les deux, leur témoignage était assez similaire. C'est pendant toute ma carrière, il n'y avait que des propos racistes. Enfin, les deux personnes étaient blanches. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire de ça. Enfin, moi, je suis contente d'être à la retraite, mais j'en pouvais plus. J'ai vu des comportements racistes. Bon, alors chez les policiers, c'est peut-être... on s'y attendait un peu. Mais tu vois, dans l'éducation nationale, moi qui étais enseignante avant d'être élue, jusqu'en 2022, je trouve ça incompréhensible. Et je sais aussi que ça arrive dans les hôpitaux. Donc on a des professions quand même qui touchent à l'humain. Voilà, voilà. Et là, c'est... Emmanuel Macron avait dit que le problème des hôpitaux, c'était les Mohamed, vous vous souvenez ? Et on a vraiment une étude qui dit que les personnes noires ou qui ont un accent risquent plus de la mort que des personnes blanches. Oui, parce qu'on considère qu'elles font du cinéma. Il y a un biais raciste à penser que les personnes d'origine méditerranéenne ou subsaharienne en font plus. C'est le syndrome méditerranéen. C'est atroce. Et bien sûr, plus particulièrement les femmes. De toute façon, les femmes, déjà, à la base, on est censé... Et du coup, elles risquent de mourir beaucoup plus, quoi. C'est la mort derrière. Il y a une véritable perte de chance sur les femmes, beaucoup plus de violences obstétricales quand elles sont enceintes, énormément. Enfin, il y a des chiffres. On avait quand Daniel avait organisé un colloque, je me souviens plus exactement du nom de la chercheuse qui était tout récemment là. Ce qu'elle a organisé. C'était celui de l'année d'avant. C'était là où j'étais impliquée. Mais bref, je pourrais retrouver son nom, mais justement qui avait fait plein d'études dessus et c'est très très intéressant. Et je pense que le dernier rapport de la CNCDH est focalisé justement sur le thème de la santé, et notamment aussi prenait donc la santé physique et aussi la santé mentale. Et c'est très intéressant parce que ça montrait avec des chiffres à l'appui que les jeunes adolescents racisés ont beaucoup plus de stress, ils sont beaucoup plus sujets à la dépression, etc. Et en France, il n'y a pas beaucoup d'études sur ça, mais je sais que par exemple aux États-Unis, il y a des études même sur le fait que des personnes racisées, elles ont plus de chances de mourir, une plus grande probabilité de mourir de maladies cardiovasculaires ou toute maladie liée au stress. Parce qu'il y a ce sentiment de surnom et comprimé, etc. En permanence, donc ça a des conséquences quand même assez délétères. Moi, je dois y aller, malheureusement, mais je veux juste finir et pour vous dire, parce qu'on en parlait avec Iman, justement, aujourd'hui, notre collègue Ali Diawara, je ne sais pas si on verra, il a porté plainte contre le cyberharcèlement raciste qu'il vivait. Il y a 7 hommes qui ont comparu aujourd'hui au tribunal. Et le procureur a requis 8 mois de prison ferme. Donc des fois, ça vaut le coup, en fait, de se battre. Alors, évidemment, c'est facile pour nous de le dire quand on est député, mais sachez que la violence que Ali reçoit, comme plusieurs de notre Nadège, Daniel, nos candidats au municipal, en fait, ils ont décidé aussi de plus se laisser faire et de dire non. Et donc, la justice est aussi obligée de les entendre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait,
faisons-nous entendre. Et donc là, c'est des camarades à nous, mais sachez que vous êtes tous nos camarades et qu'on est autour de vous, on est ensemble, que s'il faut aller gagner des droits, se battre pour juste la reconnaissance de nos droits réels, et ben on sera là. Et d'ailleurs, dans notre programme municipal, on a pour tous la mise en place d'un bureau anti-discrimination avec le fait d'accompagner les personnes justement jusqu'à la justice quand ils ont besoin d'être accompagnés. Et là, voilà, Ali vient de décider de pas se laisser faire et de dire non à des centaines de personnes auraient dû être jugées aujourd'hui pour les violences racistes qu'il a subies. Il y a au moins 7 hommes qui vont être jugés. Et tu fais bien de rappeler ça, parce que bon, je parlais de l'éducation des hôpitaux, mais même y compris à l'Assemblée nationale, entendre des propos racistes au sein de l'hémicycle. Donc je me rappelle Carlos qui s'était entendu dire qu'il retourne en Afrique. Pour moi, ça a été un choc. Parce que même dans la Maison du Peuple, entendre ça, c'était pas possible. Et Nadège, je sais pas si elle est là encore, mais moi je pense aussi beaucoup à elle, parce que à 2 reprises, on lui a donné la parole en changeant son nom pour une autre députée. Deux, c'est gentil, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a encore une cette semaine. C'est pour ça que je dis 2, parce que moi je me souviens que ça s'était fait dans l'hémicycle. C'était Bron-Pivet qui lui avait donné la parole en l'appelant Madame Kéké. Voilà. Et là, ça vient de se faire avec Daniel. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'imagine la douleur que ça doit être de devoir subir ça. Après, c'est ce que nous dit justement la Slipper, c'est que en fait, c'est pas que le racisme arrive dans certains lieux, certaines professions. C'est en fait il y a aussi une énorme propagande médiatique, un truc qui monte aussi et qui fait que. Mais avant, c'était caché. Avant, les gens n'osaient pas dire certaines choses. Tu vois. Point de vue, il y a aussi autre chose en fait. Vas-y. C'est quand c'est cette idée aussi d'avoir des personnes racisées qui ne s'excusent pas d'exister en fait. Non, vraiment. Et qui sont pas à la place que certains voudraient bien leur assigner en fait. C'est ça, qui ne s'excusent pas, qui ne quémentent pas, qui ne demandent pas des droits, qui exigent simplement d'avoir les mêmes droits que les autres. Enfin, que la loi soit bel et bien appliquée. Enfin, pour moi, c'est véritablement ça, c'est à ce niveau-là. Moi, je vois par exemple, quand j'ai fait le meeting de Clichy, c'est des milliers d'insultes, de menaces de mort, de menaces de viol. On n'en a pas parlé. Mais de reconnaissance aussi, non ? Oui, des milliers de reconnaissances. Voilà, c'est bien. Beaucoup plus. Mais c'est parce que simplement j'ai dit je ne m'excuserai pas, je ne m'excuserai pour rien, je suis française, c'est mes droits, je suis légitime et nous sommes toutes et tous légitimes, qu'on soit blanc ou racisé ou peu importe. Et ça les surprend. En fait, ils ne supportent pas qu'il y ait une parole qui soit commune et qui soit fière et qui existe. Ils veulent anéantir la parole et l'existence même. En anéantissant la parole et la pensée, on anéantit l'existence. Exactement, oui. Confisquer les mots. Et je pense que ce n'est pas que la parole, c'est aussi la volonté en l'occurrence là, de participer aussi au pouvoir, aux décisions. Exactement, c'est ça qui va pas bien. C'est ça. Nadège, la lettre qu'elle avait reçue parce qu'elle est vice-présidente à l'Assemblée, elle dit tout. C'est ça, incroyable. C'est ça. C'est comment se fait-il que cette femme noire puisse être vice-présidente de l'Assemblée et alors que moi je l'ai écrit. Oui, voilà, c'était un peu ça. C'était il était en plus classiste, etc. Alors que moi je suis que ceci, que cela. C'est comment ça se fait qu'elle puisse accéder à ça. Donc, et d'ailleurs on peut se demander comment ça se fait parce qu'il y a eu quand même pas mal de manœuvres pour qu'elle ne le soit plus. Mais vas-y. De présidente. Et maintenant elle est première VP. Et on est trop fiers. On a renouvelé le bureau. Je vous laisse pour les luttes. Je suis déçue de rater Sainte-Soline parce que c'est vraiment un vrai sujet. Mais merci. Merci. Ah oui. Je te raconterai. Merci. Et puis cette discussion on pourrait en faire des heures et des heures. En tout cas, témoigner, lutter, dénoncer, et nous on sera toujours à vos côtés. Et il y aura plein d'autres actions de la campagne. Et plein d'autres histoires et tweets pour reparler de ça. Oui. Merci Marie, merci Iman d'avoir été avec nous. Ah, du coup, on se retrouve toutes les deux pour finir. On a plus de place. Bon, alors du coup, moi je vais vous parler d'un tout autre sujet. Alors excuse-moi, mais est-ce que je peux parler d'abord ? Tu veux que je vais finir toute seule ? Tu vas me laisser finir toute seule ? Non, alors, je peux rester si tu veux en solidarité, mais moi je vais peut-être intervenir à 21h30. D'accord. Alors je voudrais peut-être manger un petit morceau avant. Donc je vais finir toute seule. C'est pas grave, je vais finir le Twitch en solo, ça va être un peu bizarre, mais vous me poserez des questions, d'accord ? Vous me laisserez pas toute seule ? À plus. Vas-y, du coup, parce que toi tu étais à une manifestation particulière. Voilà, hier. Donc hier, je me suis rendue à
Firminy, c'est une ville qui est juste à côté de Saint-Étienne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Loire et Saint-Étienne, c'est pas simplement les mines, c'est la métallurgie et c'est aussi des usines d'armement, puisque Saint-Étienne avant s'appelait Armeville. Ah ouais. Et donc à Firminy, qui est la ville natale de Manuel Bompard. C'est vrai, c'est pour ça que je me dis je connais cette nom de ville. Voilà. Il y avait donc un rassemblement devant l'usine Aubert et Duval, qui est une usine qui fabrique des composants militaires, d'armement. Et c'était organisé ce rassemblement par BDS, AFPS et Stop Arming Israël, parce que ces 3 collectifs et associations avaient détecté un camion qui allait en sortir de cette usine chargé de 18 tonnes de matériel en direction d'Israël. Et donc, il était question de bloquer ce camion. Donc, raison pour laquelle j'étais le soir jusqu'à minuit, non, jusqu'à 20h, j'ai pu partir pour prendre le dernier... Voilà, pour prendre le dernier train qui m'a conduit à Saint-Étienne et être le matin à 8h devant cette usine. Alors, moi, j'y suis restée 4 heures. Les militants, ils sont restés un peu plus longtemps, mais malheureusement... ils n'ont pas pu rester toute la journée et dès qu'ils sont partis, évidemment, le camion est sorti. Alors, la plaque d'immatriculation a quand même pu être relevée et les militants de ces 3 collectifs poursuivent le trajet de ce camion pour l'empêcher de quitter la France. Puisque c'était l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de livraison d'armes vers Israël. C'est quelque chose qu'on demande très régulièrement au gouvernement. Depuis qu'il y a eu une enquête réalisée par Disclose, on a demandé régulièrement des comptes à Lecornu, qui était alors ministre des Armées, et qui, devant la représentation nationale, a toujours clamé son innocence. Ouais, ce que nous dit Pete, là, que Lecornu, il dit tout le temps qu'on ment. Voilà. Et là, donc, on prouve que c'est lui qui ment, puisque, on le sait, ça a été révélé donc, par Disclose, et là, on sait que ce camion transporte 18 tonnes de matériel militaire. Alors, nous, dans notre groupe, on interroge régulièrement le gouvernement, tu sais, lors des questions orales au gouvernement, on parle souvent de Gaza, on essaye de faire une question là-dessus chaque semaine, et très souvent, on a interrogé le ministre des Armées, y compris la commission de défense qu'il a auditionné. Il y a eu une audition qui a été un peu musclée. Notre député Christophe Bex, il a publié justement une séquence comme ça où Lecornu explique qu'en fait, il n'y a pas de livraison d'armes. Alors d'abord, il joue sur les mots, il n'y a pas de livraison d'armes, mais c'est des composants de matériel militaire. Et puis Lecornu dit que cette exportation ne peut se faire que à condition, la condition de la livraison, c'est qu'en fait, c'est du matériel qui va être réexporté par Israël. Alors, comment on peut vérifier ça, je ne sais pas. Mais voilà, on peut avoir beaucoup de doutes avec un gouvernement qui utilise quand même beaucoup les armes et les bombes, etc. Alors, c'est Gaza, bien sûr, c'est la Cisjordanie, c'est l'Iran. Ouais. Par exemple, justement, quand Israël a bombardé l'Iran, notre groupe a déposé, par sa présidente Mathilde, a déposé une proposition de résolution visant à faire une enquête. Et puis c'est aussi le Liban. Et le Liban, ça commence à devenir très grave parce que c'est en train de devenir en fait une sorte de Cisjordanie. Depuis 1 an, depuis le cessez-le-feu, il y a eu plus de 10 000 violations du cessez-le-feu de la part d'Israël. Et tout récemment, Israël a bombarde des camps de réfugiés palestiniens. Donc, ce qui prouve bien l'intention génocidaire d'Israël, c'est-à-dire qu'ils vont même chercher au Liban des foyers de Palestiniens pour les exterminer. Ouais. Et le dernier en date, ça a été un bombardement d'un terrain de foot avec, je crois, plus de 12 victimes, la plupart, évidemment, des mineurs, des enfants. Voilà, donc... bravo aussi à toutes ces militantes de ces collectifs BDS, AFPS que je salue, Stop Arming Israël, parce qu'ils font vraiment un bon boulot
Et donc moi j'y suis allée donc pour les soutenir, et c'est important d'y aller avec l'écharpe. Même j'ai une histoire rigolote à vous raconter sur l'écharpe. Mais pourquoi c'est important qu'on soit là, toi tu l'as sans doute aussi constaté, c'est que sur la 69, bon, quand on y va avec notre écharpe, normalement ça calme un peu les ardeurs de la police, hein, ils se disent qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi. Et hier c'était tout à fait pacifique. Bon, il y a eu 3 policiers qui se sont postés à 500 mètres ou 200 mètres, qui ont regardé, bon voilà. Et puis, il y a 4 militants qui, vers 11h, sont partis dans le même véhicule. Et en passant, ils ont klaxonné. Et d'ailleurs, en fait, on a eu beaucoup de coups de klaxon de gens qui nous soutenaient parce qu'on avait mis un drapeau palestinien, etc. Sûr. Mais là, les policiers avaient repéré que c'était des militants qui klaxonnaient, donc ils les ont arrêtés. Contrôle routier. Le contrôle routier durait longtemps, donc je me suis approchée du véhicule pour savoir ce qui se passait, et petit à petit on a vu débouler des policiers Robocop, casqués, boucliers, voilà, c'était simplement sur un contrôle routier. Et donc le contrôle routier a duré longtemps, et la conductrice n'avait pas son permis de conduire sur elle. Alors normalement on te retrouve facilement dans le fichier, et là comme par hasard, on ne l'a pas retrouvée sur le fichier. Donc, on l'a conduite au poste, au commissariat, qui n'était pas très loin. Et donc, moi, j'ai demandé où on l'amenait, bien sûr. On n'a pas voulu me le dire. On a fini par me le dire. Donc, je suis allée au commissariat. Alors maintenant, même pour rentrer au commissariat, tu sais, il faut montrer patte blanche, il faut sonner. Voilà. Et là, le flic qui est sorti, le major, m'a-t-il dit, m'a dit, je ne peux pas vous laisser rentrer. Mais je lui dis, mais enfin, monsieur, comment vous ne pouvez pas me laisser rentrer ? Vous avez vu mon écharpe ? Et là, tu sais ce qu'on m'a répondu ? Non, mais c'est incroyable. Mais en fait, votre écharpe, vous auriez pu l'acheter dans un magasin de farce et attrape. Ah bah oui, bien sûr. C'est incroyable quand même comme réponse. Alors heureusement, j'avais mon badge. C'est pas possible. Par ailleurs, c'est interdit. Hein. Ne faites pas ça. On n'a pas le droit de porter une écharpe républicaine achetée en farce et attrape. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas élu. Et même, je peux vous dire, même les uniformes de policiers, on ne peut pas les utiliser dans le théâtre. Je faisais beaucoup de théâtre avant d'être élu, et on ne pouvait pas. Il fallait toujours trouver un truc qui le différencie. Donc heureusement que j'avais mon badge de député. C'est dingue. Ouais. Et il a pris mon badge, il est rentré dans le commissariat, il m'a dit je vais vérifier. Et bon, finalement, il est sorti un petit peu de temps après, en me rendant le badge et avec la militante qu'il a ainsi libérée. Mais enfin voilà. Et voyez-vous, je pense quand même que si j'avais été un homme, je ne suis pas sûre que le policier me dit... Ah, votre écharpe, vous l'avez achetée dans un magasin. Je te crois parce que alors c'est beaucoup moins tendu comme situation, mais je marque, moi on me fait régulièrement la réflexion que j'ai mal mis mon écharpe. Moi aussi on me l'a fait celle-là. Je sais pas si vous le savez, mais l'écharpe républicaine, si vous avez le rouge au cou, c'est que vous êtes parlementaire, donc député ou sénateur, et si c'est le bleu, c'est que voilà, tiens, regarde, démonstration en direct. Donc voilà, quand on a l'écharpe, quand on porte l'écharpe comme ça, c'est qu'on est parlementaire, député, sénateur. Quand on porte avec le bleu comme ça, c'est qu'on est maire ou adjoint élu municipal. Et donc moi, régulièrement, on est venu me dire que j'avais mis mon écharpe dans le mauvais sens. Et bien vraiment d'un air très paternaliste. Et alors le pompon, c'était notre collègue et amie Manon Meunier, qui est une des plus jeunes députées de l'Assemblée, où elle, carrément, on l'avait interpellée en manif en lui disant, non mais un homme, bien sûr, pardon, mais qui lui a dit, mais t'as mis ton écharpe à l'envers parce que là sinon t'es député, quoi. Ouais, il dit, ça tombe bien, je suis députée. Voilà. Donc oui, ça m'étonne pas. Et là, quand même, dans la Loire, en fait, on n'est que 6 députés. On n'est pas très nombreux. Oui, donc il faudrait savoir qui sont les députés sur du les département. 6 députés, on est 2 femmes. Voilà, la blonde, c'est la droite, et la brune, c'est moi. Donc, je me dis, certes, je n'étais pas dans ma circonscription, mais c'est une circonscription limitrophe avec la mienne. Je me dis, le major du commissariat, donc de Firminy, n'a pas repéré voilà, ça aussi c'est quand même problématique. Je suis sûre qu'il connaît par cœur les autres députés, parce que c'est vrai que aussi les autres députés, enfin
trois députés d'entre eux sont députés depuis fort longtemps. Ah bah oui, il y a aussi cette question-là. Et du coup, je me permets, alors je sais plus qui j'ai vu tout à l'heure. Ah oui, qui se demandait comment c'était possible que les premiers ministres comme ça mentent en fait. Alors déjà, effectivement, normalement, ils n'ont pas le droit de mentir devant la représentation nationale, mais en réalité, ce que fait le Cornu, parce que c'est un premier ministre habile quand même, le Cornu, il faut le dire, même si on est évidemment profondément en désaccord avec lui, ça va de soi. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, il joue sur les mots. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, on n'envoie pas d'armes, alors qu'en fait on envoie des composants. Souvenez-vous, c'est justement des composants que les dockers de la CGT à Marseille, à Fos-sur-Mer, avaient empêché justement des composants comme ça de partir, parce qu'ils savaient que ça sert derrière à fabriquer des mitraillettes et d'autres outils de guerre. Mais là je crois qu'en plus à Firminy c'était particulier, parce que là on sait qu'il y a carrément des armes elles-mêmes qui partaient ou pas ? Je crois que oui, on n'a pas de détails. Ouais, on n'a pas les 15 tonnes, mais c'est bien que tu parles des dockers de Fos-sur-Mer, parce que c'est ça aussi l'action conjointe de nous, ce qu'on peut faire à l'Assemblée, c'est-à-dire questionner, mettre la pression, dénoncer, etc. Et puis les militants qui sur le terrain, et puis les salariés qui bloquent. À Fos, franchement, bravo. C'est pas facile pour les salariés de s'opposer. C'est un acte de courage. Et puis aussi bravo aux dockers italiens, la prise de parole qu'il y avait eu au moment du départ de la flottille. Et bravo à toutes ces personnes qui s'engagent, parce que la répression, elle est féroce. Elle est très féroce. Elle est féroce. Alors, nous, parlementaires, on l'a subi aussi dès qu'on parle de Gaza. On est insultés dans l'hémicycle. Et puis, on a des camarades qui reçoivent aussi des lettres de menaces, des menaces de mort même, etc. Ne serait-ce que parce qu'on parle de ça. On est bien sûr traité d'antisémites aussi, mais pour les gens qui sont sur le terrain et qui militent, c'est extrêmement dur aussi. On a des syndicalistes quand même qui ont été traînés devant les tribunaux et qui ont été condamnés. Donc on voit aussi le glissement de notre gouvernement, qui est plus que totalitaire. Et ça rejoint tu m'offres une magnifique transition, parce qu'en fait ça rejoint plein de combats. Vous avez remarqué, de toute façon ça fait maintenant quelques années que la répression, ça avait commencé avec les gilets jaunes, donc je pense que ça a été vraiment un tournant, je pense que tout le monde en est conscient, mais il y a une répression des mouvements sociaux et depuis plus récemment des mouvements écologiques d'une manière générale, c'est-à-dire pour la lutte pour la préservation de nos conditions de survie sur cette planète, avec effectivement une répression très féroce qui s'abat sur des militants pacifistes, sur des syndicalistes. Ça c'est quelque chose effectivement qu'on connaît, c'est pas, et sûrement pas à ce point-là, il y a quelques temps seulement. Et donc là, justement, la semaine dernière, j'étais avec Loïc Prudhomme, député de la Gironde, que vous connaissez certainement, à Poitiers, pour soutenir justement des personnes qui ont été condamnées pour l'organisation des manifestations à Sainte-Soline. Il y en a eu 2. Et Sainte-Soline, vous savez, contre les méga-bassines. Donc la première manifestation avait déjà été très tendue, avec aussi des violences, etc. Mais c'est surtout la deuxième, celle du mois de mars, dont vous avez certainement entendu parler, surtout récemment, puisqu'on a vu, vous vous souvenez, les vidéos embarquées par les gendarmes qui ont été révélées par la presse et qui sont... j'ai même plus les mots en fait à se dire tiens, à un moment donné je les ai trouvés parce que j'ai fait une question au gouvernement sur ce sujet-là il y a 4 semaines. N'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. Et ça avait donné à Darmanin l'occasion d'inventer ce mot de co-terroriste. Voilà, c'est là que je voulais en venir, et c'est là où on voit, nous effectivement on est accusés parce qu'on défend tout simplement le droit à vivre des personnes de Gaza et de la Palestine de manière générale, et on est accusé du coup de soutenir le terrorisme. Et là c'est pareil, Darmanin avait effectivement inventé ce mot d'éco-terroriste pour tous ceux qui empêchent notamment des projets la dissolution des et qui permettaient de justifier sa tentative, parce qu'il n'a pas réussi, de dissolution du soulèvement de la terre, qui à mon sens, je le dis souvent, les soulèvements de la terre avaient réussi quelque chose de très fort, enfin ils ont toujours réussi d'ailleurs, parce que la lutte n'est pas du tout terminée, mais c'est de montrer en fait que toutes les luttes qui souvent sont des luttes qui ont démarré de manière locale, avec des gens sur le terrain qui se battent souvent contre des projets destructeurs. Là je parlais des méga-bassines, je vais vous parler aussi de la 69
A69, l'autoroute A69, mais il y en a plein un peu partout dans le pays, et en fait de se rendre compte, quelque part grâce à eux, qu'on était tous un peu partout dans le pays en train de mener la même lutte, en fait, pour, comme je le disais, la protection de nos conditions de survie sur cette planète, parce que quand on bétonne à tout va, quand on détruit des zones humides, quand on détruit des espèces protégées, en fait, au bout du bout, on menace tout le monde, parce qu'on détruit, on rend de plus en plus arides les terres agricoles, parce qu'on détruit les nappes phréatiques, les zones humides, c'est un rôle majeur en fait, surtout dans une période où on le sait, les sécheresses augmentent, on va avoir un problème d'accès à l'eau, on commence déjà à l'avoir, parce qu'on déjà on a des problèmes d'eau potable, des sécheresses de plus en plus longues dans certaines régions de France, donc on commence déjà à le sentir, mais ça va s'aggraver dans les années qui viennent, on le sait, et donc préserver par exemple les zones humides, c'est pas un petit combat, c'est extrêmement important pour la suite. Préserver les forêts, les arbres, c'est capital, parce que eux aussi, en fait, non seulement on nous parle souvent des puits de carbone qui captent les CO2, etc., mais c'est pas que ça, c'est tout un écosystème, et aussi ils retiennent de l'eau, par exemple, dans tout leur environnement, sous les racines, etc., la fraîcheur qu'ils gardent grâce à leurs branches, leurs feuillages, enfin, tout ça, en fait, est essentiel pour l'avenir, et donc là, on les a vus se battre, effectivement, contre ça, donc je parlais tout à l'heure des camarades qui sont jugés. En fait, là, ils sont 9 à avoir été condamnés. On était là à Poitiers en soutien de 4. Alors, Julien Leguet, que vous connaissez peut-être, qui était un des porte-parole de Bassine Non Merci et d'organisation. Et puis, il y avait 3 syndicalistes. Et tous donc, ont été condamnés. Là, c'était l'appel qui avait lieu. Et en fait, ils risquent vraiment, pour une peine de prison avec sursis et une énorme amende. Pour les autres aussi, des amendes, des interdictions de territoire, enfin de séjour sur des zones. Enfin, il y a une vraie intimidation là par le biais de la justice, parce que je vous rappelle quand même que manifester en France, c'est un droit fondamental en fait, on a le droit de manifester, et même quand la préfecture dit qu'une manifestation est interdite, en réalité on garde le droit de manifester et de se rassembler, donc et là en plus de ça, sur notamment la manifestation de Sainte-Soline, tout le monde a vu ces images complètement aberrante, où on voit non seulement des gendarmes manifestement prendre plaisir à exercer de la violence sur les manifestants. Je fais partie des députés qui étaient à cette manifestation, des députés de la France Insoumise, nous étions assez nombreux à cette manifestation de notre groupe, et il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants, il y avait quantité de gens qui étaient là tranquillement et qui se sont pris une répression phénoménale dans la figure, complètement disproportionnée. Il n'y a rien qui pouvait justifier ça. Donc ça, j'en étais déjà convaincue. Mais alors, en plus de voir les images, d'entendre ces mots, ces propos, et puis surtout d'entendre des ordres donnés par des chefs, par des responsables, disant tu tires entendu, ça veut dire que la grenade, au lieu de l'envoyer en arc de cercle, comme c'est normalement le cas, ce qui fait c'est des grenades lacrymo généralement, donc comme ça elles explosent en haut, et donc elles envoient le gaz lacrymogène. Mais là, quand on les envoie entendu, ça veut dire qu'elles explosent potentiellement dans les gens, donc il y a la douleur en plus du projectile, quoi. Et c'est comme ça qu'il y a eu 4 blessés très graves. Vous vous souvenez peut-être de Serge, qui est resté très longtemps dans le coma. Il y a une jeune femme qui a vu la mâchoire à moitié arrachée, la jambe aussi très abîmée. Et puis moi, encore une fois, j'y étais, j'ai vu passer des dizaines et des dizaines de blessés, des gens qui boitaient, parce que ces grenades, là, quand elles explosent, elles envoient des petits bouts extrêmement coupants partout dans les jambes. Enfin bon, c'était effarant ce jour-là. Et vous y étiez avec vos écharpes. Et on y était avec nos écharpes, et on a même, à un moment donné, pour protéger les blessés, encore une fois, je parle de gens qui avaient le visage ensanglanté, il y avait des yeux très blessés, etc., etc. Donc qui étaient dans des convertures de survie littéralement dans la boue, parce que c'était très boueux, et donc on a voulu faire une chaîne humaine en fait, avec justement nos écharpes et d'autres militants, pour empêcher en fait qu'il y ait d'autres tirs vers les blessés. Et ben là on a vu arriver les gars sur leur quad, et qui nous ont littéralement tiré dessus et tiré sur les blessés, avec donc des grenades lacrymo, etc. Clémence en a une qui atterrit quasiment à ses pieds, heureusement elle n'a pas explosé. Enfin voilà, c'était ignoble cette journée. Et donc quand Darmanin essaie de retourner la faute, à dire que ce serait les manifestants qui étaient ultra violents, je peux vous dire que c'est faux, et que quand bien même il y aurait eu quelques personnes qui étaient là pour en découdre, comme ils le disent, le boulot, ils étaient plus de 3000,
plus de 3000 représentants des forces de l'ordre qui étaient là. Franchement, leur job, c'était de protéger tout le monde, y compris et tous ceux qui étaient là de manière pacifique. La cloche. J'entendais la cloche, je ne sais pas si vous l'entendez. En fait, dans les couloirs de nos bureaux, il y a la cloche qui sonne. Alors, ça indique la reprise de la session, parce que là, ça reprend à 21h30. Le bureau d'Anne, il n'est pas au Palais Bourbon. Donc il faut t'as le temps d'y arriver, t'inquiète pas, parce que ça sonne en avance. Bon, je te rejoins tout à l'heure, je viens de t'écouter, force à toi. Merci. Donc voilà, donc il y a la petite cloche comme ça qui nous avertit. Au revoir tout le monde. Salut André, qui nous avertit dans nos bureaux, soit donc que la séance reprend. C'est très long là, vous l'entendez, hein? Et c'est très fort, si vous êtes juste en dessous, ça fait très mal aux oreilles. Et du coup, ça prévient que la séance reprend, ça prévient aussi quand la séance s'arrête, et ça prévient aussi quand il y a des scrutins publics, parce que justement, ça vous alerte que il faudrait sortir de votre bureau si vous voulez aller voter. Et puis ça prévient aussi quand il y a des suspensions de séance. Je voulais vous parler, vous êtes encore là? Vous restez avec moi un petit peu, je finis quand même de vous parler de la 69 aussi. Donc là, je vous ai parlé de Sainte-Soline, donc il y a ces procès qui vont continuer à se poursuivre et qui visent donc les organisateurs de ces manifestations, et on continuera à les soutenir. Et à dire que la répression qui a eu lieu ce jour-là est indigne de notre pays, et qu'on attend des explications, même pas des explications en fait, c'est incompréhensible que l'IGPN ait eu en sa possession ces vidéos pendant 2 ans. C'est 2 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, pendant plus de 2 ans. Et ils les ont eu entre les mains, et ils ont rien. Mais subitement, ça m'a paru énorme. Mais oui, c'est énorme. Et pendant tout ce temps-là, personne ne s'est dit, là, il y a des trucs anormaux qui se passent, quoi. Bon, bref, n'importe qui aurait pu provoquer le déclancement d'une enquête administrative, que maintenant, donc, monsieur Nunez, notamment en réponse à ma question au gouvernement sur cette question-là, avait dit, ah oui, j'ai lancé une enquête administrative, mais c'est complètement lunaire que ça n'ait pas été fait avant. Bref, ce matin, moi aussi, j'ai couru les transports comme racontait André tout à l'heure. Moi, hier soir, je suis partie pour être à Toulouse ce matin. Et puis après, je suis revenue tout à l'heure pour le texte sur les MNA qui était particulièrement important pour moi. Mais du coup, ce matin, c'était important aussi pour moi d'être à Toulouse parce que se tenait l'appel du jugement sur le fond par rapport à l'autoroute A69. Je vous refais tous les épisodes. Je pense que vous vous souvenez. L'autoroute A69, c'est l'autoroute Toulouse-Castres. C'est un projet extrêmement destructeur, hein, c'est des centaines d'hectares de terres agricoles, de terres naturelles, de zones humides, j'en parlais tout à l'heure, c'est plein d'espèces protégées menacées, c'est donc tous ces hectares qui sont détruits, tout ça pour faire une autoroute qui longe littéralement, je ne me lasse pas de le répéter tellement c'est absurde, qui longe littéralement une route nationale qu'on aurait pu réaménager, mais non, ils ont absolument tenu à faire leur autoroute, au prix donc de tous ces dégâts, et c'est une autoroute qui a été pensée dans les années 90, hein, littéralement au siècle dernier, ça n'a plus lieu d'être un projet pareil aujourd'hui, à l'heure de l'extinction, de la 6e extinction de masse des espèces et du changement climatique, enfin de son dérèglement de plus en plus visible pour tout le monde. Bref, le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse avait fini par trancher et dire que cette autoroute était illégale. Les travaux étaient déjà démarrés parce qu'en fait, cette autoroute, c'est un passage en force depuis le début. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'autorisation de démarrer les travaux en validant ce qu'on appelle l'autorisation environnementale, alors qu'il n'y avait eu aucune étude sérieuse des alternatives, alors qu'il n'y avait pas, par exemple, justement, de jugement encore sur le fond, c'est-à-dire sur justement la pertinence ou non de donner une autorisation environnementale à ce projet, et qu'en plus, des instances indépendantes comme le Conseil national de protection de la nature ou encore l'autorité environnementale elle-même avaient émis des avis négatifs sur ce projet. Mais non, on a quand même démarré, quoi qu'il en coûte, c'est parti, les travaux ont commencé, et quand donc le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a tranché et a dit que cette autoroute était illégale parce qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur. RIIPM, vous verrez peut-être c'est déjà des fois ce terme, ces lettres dans des articles de presse. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas donner, on considère qu'il n'y a pas de raison suffisante pour donner une dérogation à la destruction des espèces protégées, parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. On ne peut pas détruire des espèces comme ça. Il faut soit avoir une raison impérative d'intérêt public majeur, et en plus de ça, il faut valider le fait qu'il n'y a pas d'autre alternative possible et qu'on peut garder les espèces en gros dans un bon état de conservation en ce qui concerne la biodiversité. Bref, le tribunal a tranché,
Non, il n'y avait pas de raison suffisante. Ils ont dit qu'en fait, qu'il n'y avait pas de raison de penser que ça allait désenclaver Castres, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps, qu'en réalité, Castres n'est pas une ville en difficulté, ni sur le plan démographique, ni sur le plan social de manière générale, enfin pas plus en tout cas que les autres villes de la même taille et du même secteur géographique. Ils ont démontré aussi que, en gros, ça allait pas faire gagner assez de temps, en tout cas, c'est pas démontré, parce qu'ils disent qu'on va gagner 25 minutes, c'est faux. Ça sera moins que ça, et en plus de ça, du coup, il y a l'itinéraire bis en fait qui va se développer parce que il sera gratuit, alors que l'autoroute, on nous annonce un trajet aller-retour à 20 €. Qui va payer ça? C'est complètement hors de prix. D'ailleurs, la région de Madame Carole Delga, le département du Tarn, avait fait en sorte justement de faire une rallonge donc d'argent public pour que le concessionnaire veuille bien baisser son péage. Enfin, on en est là, c'est complètement absurde. Tellement ce péage est impossible, et du coup, ça veut dire que les gens, ils vont prendre la route gratuite, et donc ils vont être dans les villages, etc. Donc en fait, ça va créer des nuisances pour les gens qui habitent là. Bref, et je vous passe en plus le détail de toutes les terres agricoles qui sont ou détruites ou coupées en 2, en 3, en plusieurs parties à cause de cette autoroute, ce qui a des conséquences absolument terribles pour les récoltes, pour les cultures. Bref, ils avaient décrété que c'était donc une autoroute illégale, mais là, c'était branle-bas de combat dans le camp d'en face. On voyait que tous les pouvoirs politiques, économiques attachés à cette autoroute étaient en panique. Comment ça, on n'a plus le droit de bétonner comme on veut dans ce pays? Donc du coup, on a vu arriver à l'Assemblée une pluie de lois, toutes plus destructrices les unes que les autres, à commencer justement par la proposition de loi du député Terlier du Tarn pour essayer de valider cette autoroute par-dessus, donc en passant par-dessus la décision de justice, quoi. On en est là, séparation des pouvoirs, on s'en fiche complètement. Tout ça pour une autoroute. Et du coup, il y a eu ça d'abord. Il y a eu ensuite ce qu'on a appelé le projet de loi de simplification de la vie économique, la loi du plomb, dont vous avez forcément entendu parler, mais il y avait aussi la loi Grémillet qui était traitée de l'énergie. Et dans toutes ces lois, en fait, on a vu quantité de dérogations justement au droit de l'environnement d'une manière générale. C'est-à-dire que là, maintenant, justement, on peut construire un peu comme on veut, des data centers, des routes, des autoroutes, tout un tas d'infrastructures, des grosses entreprises, des fermes-usines, on peut en faire des plus grandes qu'avant. Bref, c'est vraiment une attaque en règle contre le droit environnemental et en fait contre nos intérêts à tous, tout ça pour des intérêts privés. Voilà pourquoi c'était important d'être présent ce matin à l'appel pour l'audience. Parce que du coup, l'État a fait appel de la décision du tribunal administratif de février dernier. Ils ont obtenu même un sursis pour pouvoir... Pas un sursis, j'ai oublié le terme technique, mais en gros, ils ont obtenu l'autorisation de continuer les travaux en attendant le jugement en appel. Donc ça, depuis mai dernier, les travaux se poursuivent, les destructions se poursuivent, et pas qu'un peu, parce que la presse vient de nous prouver qu'en réalité, ils ont même détruit 42 hectares de plus que ce qui était autorisé par la fameuse autorisation environnementale. Ça fait à peu près l'équivalent de 2 voies supplémentaires sur 40 km. Donc c'est pas du tout un détail. Et là, donc ils ont bétonné tout ça. Il y a un endroit, une zone qui devait servir à de la compensation, c'est-à-dire à compenser les dégâts. Je vous en reparlerai une autre fois, c'est une catastrophe, ça fonctionne pas. Mais bon, même comme ça, alors ils en ont bétonné. Il y en a une, c'est un rond-point. L'autre, c'est un espèce de bassin qui retient de l'eau, on sait même pas pourquoi. Enfin bref, une catastrophe, c'est ultra destructeur. Et normalement, ils n'avaient pas le droit de faire ça sans demander une autre autorisation. Donc là, comme il y a eu pression, nous, on avait envoyé, avec mes collègues, on a envoyé un courrier à la ministre Barbu, ministre de la Transition écologique, pour qu'elle se prononce là-dessus, qu'elle bouge, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle interrompe le chantier. Donc là, la préfecture, elle a dit que quand même, il faudrait qu'ils se justifient, donc d'expliquer de pourquoi ils ont dépassé comme ça. Je crois qu'ils avaient fixé un ultimatum à lundi, on n'a pas de nouvelles. Bref, c'est vraiment un chantier ultra destructeur. Et le pompon, c'est que là aussi, la presse le confirme, il y a des chefs d'entreprise, des élus, promoteurs de la 69 qui se sont comportés comme des barbouzes, je n'ai pas d'autre mot, pour intimider les opposants à ce projet. Si on rajoute à ça la répression dont on parlait tout à l'heure avec André, qui s'est abattu aussi très sévèrement sur les écureuils, vous savez, tous ceux qui se sont hissés dans les arbres pour les protéger, empêcher qu'on les coupe. Là, vous vous souvenez peut-être que le rapporteur spécial de l'ONU avait été dépêché exprès dans le Tarn pour constater, et il a dit que la répression qui avait lieu était en contradiction avec les droits de l'homme, tout simplement. Bref, voilà, la situation elle est là, les travaux ont continué, ils sont avec encore plus de dégradation que même ce qui était permis, et là on a un rapporteur public qui a donné son opinion ce matin à l'audience, et qui en gros dit tranquillement que pour lui, il y a une raison impérative d'intérêt public majeur, parce qu'il estime que toute ville de la taille de Castres à peu près, en gros, se doit d'avoir une autoroute. Voilà. C'était un de ses arguments principaux.
Apparemment, il n'a parlé, j'ai pas pu entendre moi l'audience, mais de ce qu'on m'en a rapporté, il n'a même pas parlé de droit environnemental. C'est des espèces de propos de bon sens. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas du droit, ça. Et voilà, on va attendre maintenant le délibéré de la Cour d'appel qui est annoncé pour le 30 décembre. En tout cas, nous, on continue à se tenir toujours. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'étais présente là-bas avec mon collègue François Picmal, ma collègue Karen Hérodi, députée du Tarn, est évidemment très investie aussi contre ce projet depuis toujours. Et là, elle tenait la tranchée en hémicycle. Mais voilà, on se tient toujours aux côtés des opposants, aux côtés du collectif La Voix est libre et de tout un tas de citoyens, d'élus locaux qui se mobilisent depuis longtemps contre ce projet, vous l'avez compris, qui est anachronique, destructeur. Et on attend la suite, mais de toute façon, on ne lâchera pas, quoi qu'il arrive. Il y a encore la possibilité d'avoir un recours auprès du Conseil d'État. Là, il va y avoir des démarches pénales, rapport justement, l'avocate l'a annoncé, justement au dépassement, par exemple, sur l'emprise, etc., etc. Bref, on lâche rien, on continue à dire no macadam. J'ai fini de vous raconter toutes mes histoires et du coup, j'ai même pas raconté regardez ce que vous disiez. Oui, la 69, aberration totale, on est d'accord. Oui, et tu as raison, Piste 63, j'ai oublié de le dire, mais en plus, c'est une autoroute, effectivement, qui est dénoncée par tout un tas de scientifiques, de chercheurs. Il y a eu plus de 2000 scientifiques qui ont signé une tribune pour dire que c'était une catastrophe, y compris des membres du GIEC, quand même. Voilà, vous avez peut-être entendu M. Christophe Cassou, qui a pris la parole plusieurs fois pour expliquer en quoi c'était une catastrophe, cette autoroute, et que c'est pas... on peut pas se dire ok, on fait juste on fait juste celle-là et puis c'est bon. En fait, non, tout ça a un impact majeur. Déjà, ça coupe des territoires et des zones, comme je vous l'ai dit, des zones naturelles, des zones humides, etc. Mais en plus de ça, ça va ajouter du trafic routier, ça va ajouter des émissions de CO2. Enfin, on peut plus penser comme ça aujourd'hui. Et moi, j'avais porté pour notre groupe une proposition de loi. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le rapport que j'avais fait à cette occasion pour justement un moratoire sur les projets routiers, autoroutiers. C'était super intéressant, c'est pour ça que je vous invite à aller lire le rapport si vous le souhaitez. Vous pouvez le trouver en ligne très facilement. Pour les Toulousains, vous pouvez le trouver à ma permanence si vous le voulez en version écrite. Sinon, c'est sur le site de l'Assemblée nationale. Mais en fait, toutes les personnes que j'ai interrogées, c'était super intéressant de se rendre compte qu'il fallait vraiment, en fait, il faut regarder de loin. Et on ne peut pas prendre ces projets comme ça, localement, parce qu'il y en a une bonne quarantaine, voire 50, je ne sais plus, partout en France, avec les mêmes arguments, qui sont développés avec les mêmes arguments. Il faut désenclaver, non, mais il faut absolument faire un contournement. En réalité, on continue à rajouter de la circulation, même quand on prétend que ça va diminuer les bouchons. Le fameux désenclavement, c'est une blague, parce que aujourd'hui, les économistes de l'urbanisme le disent, en réalité, ça déplace l'activité. Donc, par exemple, entre Castres et Toulouse, ce qui risque fort de se passer si cette autoroute arrive à son terme, c'est qu'en fait, l'activité de Castres, elle va se retrouver attirée vers Toulouse, qui est une bien plus grosse ville. Et donc, en fait, ça, c'est le principe de la métropolisation qui s'étend dans tout le territoire. Et c'est ça qui va être accentué. Donc, quand on nous dit que c'est pour les Castrés qu'on fait cette autoroute, je ne suis pas sûre qu'au final, ils s'y retrouvent. Donc, voilà. Donc, il y a tout un modèle différent à porter. Et nous, on pense qu'il faut repenser l'aménagement du territoire à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui, du réchauffement climatique, du dérèglement climatique évidemment, de l'extinction des espèces. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je crois qu'il est l'heure, oui, il est largement, c'est 9h30. Comme toujours, j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Ce qu'on vous propose pour la semaine prochaine, il y aura une nouvelle session Twitch. A priori, ça devrait être mardi, mais vous restez en veille comme d'habitude. On vous fait les petits visuels pour vous informer. Et comme ce sera normalement la dernière session avant justement la pause qu'on aura pour les fêtes, on s'est dit que ce serait sympa de répondre aussi à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre mandat parlementaire ou je sais pas, de ce dont vous avez envie qu'on parle. Comme ça, on se met à votre service et on répond à toutes vos questions la semaine prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, on lâche rien. Je vous dis à bientôt. Merci à tous.